savez, les dernières études ADN qui ont été faites sur les populations européennes ont montré que les Européens sont des envahisseurs du continent européen, arrivés à l'époque de l'âge du bronze, donc nous sommes aux alentours de moins 2500 de l'ère ancienne africaine, et qu'il y avait déjà des peuples africains qui vivaient là. Donc les Grecs en parlent, vous avez Hérodote qui les nomme Pélage, et ce fameux Cadmos, qui est ce fameux noir, il ne faut pas oublier que Cadmos est noir, sa sœur Europe est une princesse noire, puisque leur papa c'est Agénor, et c'est elle qui va se faire enlever, donc elle va se retrouver sur l'île de Crète, et son frère Cadmos va partir dans cette région qu'il va découvrir, et c'est lui qui va léguer l'écriture aux populations noires de l'époque. Mais les Européens qui sont balbutiements de la civilisation vont reprendre cette tradition écrite. Et il faut savoir que les caractères grecs, l'écriture grecque n'est pas grecque parce qu'elle n'a pas été inventée par les Européens, elle existait déjà, donc elle était déjà en pratique. Et même chose pour le latin, puisque tout le monde sait aujourd'hui que ce sont les Étrusques, un peuple africain qui vivait en Italie, qui a inventé le latin. Le professeur chez Cantaglioplasie, mais aujourd'hui l'état de la recherche est tellement avancé que même quand on fait la carte de la drépanocytose en Europe, on découvre que effectivement, là où il y avait condensation de population mélanoderme, on retrouve aujourd'hui, parce qu'il y a un phénomène de métissage aussi, il ne faut pas l'oublier, la présence de la drépanocytose, qu'on fait partie simplement pour une maladie affectant la population mélanoderme. Non, il y a des leucodermes qui sont aussi atteints de drépano parce que dans leur gène, il y a très longtemps, quand ils se sont implantés là, il y avait des populations noires qui existaient. Alors la chose, c'est que comme l'Europe a été la dernière, enfin les Européens ont été les derniers à accéder à la civilisation, ils ont puisé dans d'autres civilisations, qui étaient des civilisations africaines, l'Égypte ancienne, l'Éthiopie des anciens, et aussi la civilisation élam, couchitique de Mésopotamie, les éléments de leur civilisation. Et vous savez que moi, pour avoir fait des émissions à la télévision française, je dis toujours une chose, vous savez que l'Amérique affirme son hégémonie avec le billet du dollar, mais le billet de $1 a deux symboles. Le premier, c'est la pyramide. Jusqu'à nouvel ordre, cette pyramide est en Afrique, elle n'est pas en Europe, donc c'est même surprenant que le peuple européen affirme son hégémonie avec quelque chose qui n'existe pas en Occident. C'est un peu comme si les Africains faisaient un billet de banque et mettaient la tour Eiffel. Vous voyez, c'est un peu du même ordre. Et la deuxième chose, c'est cet aigle qui n'est autre que le symbole de l'Égypte pharaonique, c'est-à-dire le symbole d'Horus, qui était le symbole de la royauté pharaonique. Et pourquoi alors? Pourquoi il y a ces deux symboles sur le billet d'un $? Parce que ces symboles-là étaient importants à l'époque de la civilisation africaine de l'Antiquité. Vous avez la pyramide, qui est une forme neuronale, c'est-à-dire que c'est véritablement à la fois les mathématiques, la géométrie en volume, mais c'est aussi des sciences ésotériques. Vous voyez, donc très important à souligner. Et puis vous avez aussi cette théologie africaine que l'Occident a repris sous la chrétienté, qui affirmait déjà que Dieu, donc qui était le Fils de Dieu, était mort et ressuscité entre les morts. Et les rois de l'Égypte, il faut savoir que le mot pharaon n'est pas un mot africain, ça vient de l'étranger, puisque les Africains disaient Nessou, ou Neptaoui d'ailleurs, il faut le souligner. Et donc, il incarnait ce Sarah, c'est-à-dire ce Fils de Dieu, qui était venu annoncer tout simplement qu'il y avait un projet pour l'humanité, c'est-à-dire une cohésion entre les humains et la création. Vous voyez, donc c'est ça qui est important. L'Europe arrive, donc les Européens arrivent à ce moment-là, ils sont totalement incultes, eux-mêmes le reconnaissent, les Grecs le disent, Pythagore a étudié les mathématiques pendant 22 ans en Afrique, certains disent même que Pythagore c'est son nom africain, puisque son père était phénicien, cananéen, il ne faut pas l'oublier, donc qui s'appelait Mnésarchos, donc on voit bien qu'il se passe un phénomène de transmission du savoir de l'Afrique vers l'Europe. N'oublions pas que la bibliothèque d'Alexandrie, qui était la grande bibliothèque grecque, se trouvait en Afrique. C'est un peu comme si la bibliothèque de Paris se trouve à Ouagadougou. Donc on va se dire, mais qu'est-ce qu'on a été chercher là-bas? C'est bien parce qu'il y avait des choses qui intéressaient ceux qui se passionnaient pour le savoir d'une façon générale. Eh bien, on a conçu cette bibliothèque et il y a eu des traductions des sciences multimillénaires de l'Afrique pharaonique dans des langues étrangères. Et maintenant, les gens présentent des choses qui ne sont pas le fruit de la paternité de leur réflexion intellectuelle. D'accord. Alors qu'est-ce que le carême va chercher dans ses origines que vous nous citez? Est-ce que ce carême faisait déjà partie de ces civilisations? Est-ce que le carême a été sorti, c'est-à-dire le carnaval d'ailleurs?
tout d'abord, ensuite le carême. Est-ce que c'est sorti d'un contexte? Et comment se fait-il que nous ayons aujourd'hui ce carême? Vous savez, moi je n'ai pas l'habitude aujourd'hui d'épiloguer sur les questions parce que les faits sont là. Le calendrier de 365 jours qu'on utilise aujourd'hui en Europe est un calendrier africain. Alors, tout le monde sait que c'est Jules César qui, en Égypte, a copié le calendrier africain parce que leur calendrier ne marchait pas. Bon. On sait aujourd'hui que même le premier calendrier qu'ils ont utilisé à l'époque de la fondation de Rome, Romulus et Rémus, cette histoire mythologique, c'est un calendrier africain qui était le calendrier des Étrusques. Et le mot calendrier vient du terme Étrusque, d'ailleurs pour dire le premier mois de l'année. Donc c'est pour vous dire comment les choses sont quand même relativement claires. Bon. L'Égypte a fondé son calendrier sur le cycle solaire, c'est-à-dire le temps que prend la Terre pour faire le tour du Soleil, 365 jours, sur un modèle assez particulier astrophysique, le lever de l'étoile Sirius, donc le 19 juillet, qui était notre nouvel an, qui est toujours notre nouvel an d'ailleurs, la crue du Nil, mais aussi le cycle de la Lune, avec la pleine Lune, vous voyez, tous ces cycles-là. Et tout le monde sait très bien que les Grecs ont été des étudiants auprès des prêtres de l'Égypte pharaonique, étudier tous ces phénomènes-là, voyant des cultes qui se déroulaient, ont été intrigués, et finalement, les cultes européens ne sont que des traductions un peu light de ce qui se faisait en Afrique à l'époque. Donc, qui fait que, vous savez, pour avoir discuté lors de certains débats avec des théologiens à Paris et autres, l'Europe n'a l'explication d'aucun culte. C'est-à-dire la messe même, il n'y a pas d'explication de ce que c'est. Vous voyez? Donc on dit oui, c'est un mystère, où les voies de Dieu sont impénétrables. Tout est pénétrable à partir du moment où on replace la chose dans son berceau matriciel originel. Et le berceau matriciel originel, c'est l'Afrique. L'homme est né en Afrique, la civilisation est née en Afrique, les sciences sont nées en Afrique, le mot papier vient du papyrus, qui est l'invention de l'écriture en Afrique, et le mot hiéroglyphe est un mot grec, puisque les Égyptiens anciens, c'est-à-dire les Africains de l'Antiquité, ont appelé l'écriture Medunetcher, et Medunetcher, ça veut dire les paroles de Dieu. Alors maintenant, techniquement, cette chose-là, c'est quoi? Vous avez remarqué que le chiffre qui évoque l'épreuve, c'est 40. Vous avez 40 ans d'errance des Hébreux dans le désert, vous avez Jésus qui va être tenté pendant 40 jours. Donc ce chiffre 40-là représente l'épreuve. Alors pourquoi il représente l'épreuve? Parce que 4, c'est le chiffre de la matière. C'est-à-dire quand vous faites 4 plus 0, ça donne 4. 4, c'est le chiffre de la matière. 3, c'est le chiffre de l'esprit. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi, cette référence à l'épreuve et à la matière? C'est tout simplement parce que l'esprit doit assurer sa prédominance sur la matière. Et comme il y a la rébellion de la matière, durant ce temps-là qu'on a fixé à une équation ésotérique de 4 qui nous rappelle quand même la résurrection du Christ. Non, mais je vais vous expliquer tout ça. Non, je vais vous expliquer tout ça. Tout ça, c'est très simple. Parce qu'il faut comprendre pourquoi 4, pourquoi le 40. Vous voyez? Donc, c'est le temps de l'épreuve. Bon. Maintenant, cette épreuve-là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu un article qui a été fait dans le journal La Croix, qui est un journal chrétien. Le titre de l'article, c'est « Au commencement était le grain ». Mais pourquoi eux-mêmes, en commençant à mener leur propre enquête sur les choses, ils disent « Au commencement était le grain ». Parce que, il faut comprendre une chose, nos ancêtres africains avaient observé que lorsqu'on mettait un grain de blé en terre avec son épi et avec la protection, c'est 40 jours après que ça germait. Donc le temps de gestation était de 40 jours. Alors comprenez bien l'affaire parce que c'est très important. L'habitacle de l'épi, c'est ça qui représente le cercueil. C'est ça qui représente le sarcophage. Vous voyez l'affaire? Parce qu'on mettait l'épi avec donc, sa petite couverture là, dans la terre. Et dans la terre, il y avait ce qu'on considérait comme étant la période des attaques de toutes sortes. Mais il y avait une énergie particulière, une énergie divine, qui transformait cette décomposition en recomposition et qui donnait naissance à une nouvelle tige qui symbolisait en fait la résurrection de ce grain mort qui renaît à la vie. Donc c'est pour ça que quand on enterre quelqu'un, on met la personne dans la terre. C'est pas pour que la personne se décompose, c'est parce que nos ancêtres, quand on plante, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, quand on plante n'importe quoi, on le met bien dans la terre. Et
Et ça revenait, et ça regarde le cycle. Vous avez un coco comme ça. Tout à fait. Le coco va commencer à s'enfoncer dans le sol, il va faire des racines, et à l'intérieur du coco, il y a quelque chose qui va le briser, l'ouvrir, et on va voir sortir cette tige qui sera le nouveau. Est-ce que c'est tout ce cycle-là, il est là pour tout le temps, il est encore valable pour oui, c'est-à-dire que les 40 jours. Voilà, alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Oussiré, qui était le fils de Dieu, qui avait été envoyé par Dieu pour guider les humains vers la vie éternelle, donc le symbole Ankh, est mort et ressuscité d'entre les morts. Mais il a apporté une chose que tous les humains ont témoigné dans l'Antiquité, pas que les Africains, les autres aussi, les Indiens et autres, c'est que c'est le premier qui a montré l'épi de blé, et avec son épouse Isis, donc Aceta, ils ont montré la capacité de faire le pain. C'est pour ça que vous allez sur le site internet de la Fédération française des boulangers, vous verrez qu'ils vous diront que le pain est une invention des Africains de l'Antiquité, avec la levure. Vous voyez l'affaire? Donc lui, comme il est le symbole de ce grain qui est mort et ressuscité d'entre les morts, cette période de 40 jours qui correspondait à la passion d'Oussiré, c'était la période durant laquelle les Africains jeûnaient et se privaient de tout. Parce que le grain étant dans le sol, on ne le voit plus, eh bien, on va sourire à nouveau que lorsqu'on verra la petite gerbe sortir du sol. Donc c'est ce fameux carême alors. Vous avez compris l'affaire? Bon. C'est vrai que l'Occident, qui veut faire de la nourriture en conserve, a décidé de mettre la création de côté, voire de fabriquer sa propre création en mettant des engrais chimiques et en fabriquant même des fruits qui n'existaient pas à l'origine. Bon, ça s'appelle le business. Non, il faut être honnête, ça, chacun, il faut comprendre les enjeux de chacun. Vous connaissez là pour le débat, ça s'appelle le business. Voilà, le business. D'accord. Mais avant le business, il y avait ce qu'on appelle la vie et le cycle de la vie et le respect que l'homme avait pour cette vie. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc ce grain qui va passer 40 jours dans le sol, c'est pendant ce moment-là qu'il va y avoir ce temps de méditation, ce temps de recueillement, ce temps de privation de la nourriture et du pain, puisque le grain, voilà, symbolisant le pain, la farine, le pain. Donc on attend que ça reparte. Privation de tout. Ouais. Et quand la gerbe revient, eh bien, il y a cette grande célébration de fête avec les prêtres dans les temples. Et là, c'est la fin du carême. Vous voyez? Regardez bien une chose, ma très chère, parce qu'on peut discuter, mais les faits sont là. Vous savez que le carême n'a pas de date fixe dans l'année. C'est une fête très mobile. Et pourquoi elle est mobile? Elle est mobile parce qu'il faut attendre le 21 mars. Et c'est le premier dimanche de la pleine lune, vous voyez, qui a lieu donc après le 21 mars. Donc après la pleine lune, le premier dimanche il y a lieu après la pleine lune. Et pour certaines personnes, le printemps. Non, mais justement, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez, l'équinoxe, c'est deux moments dans l'année où la Terre elle est droite. C'est le 21 mars et le 21 septembre. Bon, le problème de fond, c'est que quand vous sortez du solstice d'hiver, le 21 décembre, et que vous remontez au 21 mars, quel est le problème? La durée de la nuit est plus longue que la durée du jour. Donc du 21 décembre jusqu'au 21 mars, chaque jour, la lumière va empiéter sur les ténèbres, mais à la fin de la journée, la durée des ténèbres sera toujours plus importante, plus imposante que la durée de la lumière. Mais le 21 mars, c'est le moment où les durées sont égales. La durée de la nuit égale la durée du jour. Donc nos ancêtres africains, qui avaient instauré la fête, justement, liée au solstice d'hiver, parce que vous savez que le Vatican a lui-même reconnu que le fait d'avoir fixé la date de Noël au 25 décembre, c'était pour coller à la fête du solstice d'hiver de l'Égypte ancienne. Hein, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, Oussiré, vous voyez, donc c'est à ce moment-là que le 22 mars va commencer à être le moment de la victoire des forces de la lumière sur les forces des ténèbres. Donc c'est pour cette raison, est-ce que vous commencez à comprendre l'affaire, que tout cela est que on attend le 21 mars, on attend la première pleine lune, parce que cette pleine lune, ben, c'est la régénération d'Oussiré qui a atteint sa pleine puissance, et là on fait la fête. Donc le carême n'est pas commencé, donc on ne peut pas dire on attend le 21 mars alors, on attend
Non, c'est-à-dire que la durée du carême est fixée par rapport au dimanche de la fête de Pâques. Donc c'est un phénomène rétroactif. Et je dirais que, vous savez, les historiens s'amusent beaucoup avec l'histoire. Quand vous parlez d'année bissectile, les Égyptiens anciens ont un décret qui s'appelle le décret Canop, que les gens peuvent aller regarder sur Internet. Nous avons inventé l'année bissectile. On rajoutait une année tous les 4 ans. Puisque 1460 ans, qui était la durée du cycle, si vous divisez par 365, ça vous donne 4. Donc si vous rajoutez une année tous les 4 ans, vous voyez l'affaire, vous retombez sur un équilibre de la durée, donc de la circonvolution de la Terre autour du Soleil, donc de 365 jours, sans être obligé de réajuster les 5 jours épagomènes. Donc tout ça, je dirais que, moi aujourd'hui, vous savez, les historiens, la légèreté qu'ils prennent avec les faits historiques, tiennent au fait qu'il y a une géopolitique. Il faut quand même se le dire, il y a une géopolitique, c'est-à-dire un rapport entre les civilisations qui est un rapport de force, et qui fait que le récit de l'histoire est aussi tributaire de ce rapport de force. Vous voyez? Oui, mais c'est quand même respecté quelque part. Si cette histoire a été, si vous voulez, adoptée par d'autres personnes, par d'autres peuples, cette histoire qui vient d'Afrique, c'est parce que cette histoire est quand même à une importance aux yeux de ces personnes. Peut-être ça a été... Non, l'histoire elle est importante, puisque vous voyez bien que ça a trait au cycle du fonctionnement de la Lune, le cycle du fonctionnement de la Terre, le cycle du fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a des équations énergétiques qui sont immuables dans le fonctionnement de la planète. Vous voyez, la seule chose que nous pouvons rajouter, c'est que dans la tradition africaine qui est matriarcale, vous voyez, il faut comprendre que les femmes étaient au premier rang. Pourquoi? Parce que quand vous avez une graine et que vous la mettez dans le sol, ce sol-là, c'est le placenta de la maman, c'est le ventre de la maman. Et l'action de l'homme, c'est ce phénomène, le fait de prendre l'arrosoir, de le arroser, c'est là où on a l'ensemencement masculin. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Dans le mystère du ventre de la mère, qui est là, la terre, la vie va commencer à naître. Vous voyez donc le lien entre la maman qui enfante et cette terre qui a son image tirée de sa dimension. Il faut parler créateur, il faut parler mère créatrice, parce que tout le monde dit père créateur, donc ce serait là. Il faut savoir une chose, il faut être sérieux. Vous voyez, personne en Europe et à travers le monde n'a jamais dit notre père dans la préhistoire. Quand vous prenez, parce que c'est ça qui nous surprend, toutes les statuettes réalisées par l'homme durant la période de la préhistoire sont des statuettes féminines. Quand vous prenez la dame de Willendorf, la Vénus de Brassenpouy, ce sont que des femmes. Vous voyez? Donc, c'est pour cette raison que ceux qui parlent de matriarcat le disent très bien. Vu que tous les vestiges archéologiques ne montrent que des femmes, il était question autrefois d'une vision plutôt maternelle du Créateur. Après, l'Afrique est la seule à avoir conservé cette vision-là. C'est-à-dire une vision qui est même androgyne, c'est-à-dire à la fois masculin et féminin. Et c'est ça qui nous a permis de pouvoir mettre sur le trône royal des hommes ou des femmes, de pouvoir avoir un pape qui peut être un homme ou une femme. Oui, parce que dans l'histoire de l'Afrique, il n'y a pas eu cette question de se battre pour une quelconque parité. Ça a toujours existé. On a des reines, on a des princesses. La chose, c'est que l'Afrique ne parle pas d'égalité, parce c'est une science de l'observation. Si vous demandez à un de nos ancêtres, il y a très longtemps, comment cela a été réglé, il vous dira que commencez par chercher une femme qui est sortie du ventre d'un homme. Parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut quand même admettre, c'est que toutes les femmes sont sorties du ventre d'une femme, et tous les hommes sont tous sortis du ventre des femmes. Donc, déjà parler d'égalité sur la base de départ, c'est un problème. C'est pas possible. Donc ça veut dire que la réalité, elle est ailleurs. Et cette réalité, c'est quoi? C'est un peu comme cette barque dans laquelle nous allons par exemple monter à deux avec nos bagages. Si nous nous mettons tous du même côté, nous allons faire basculer la barque et on va couler. Mais si on se répartit, vous mettez d'un côté, je me mets de l'autre côté, et on répartit les poids par rapport à nos bagages, vous allez voir que nous allons avancer dans la vie. On va tanguer, mais on ne va pas couler, on va avancer. Donc ça veut dire que chaque famille doit trouver son équation de stabilité, de manière à faire en sorte que sa barque reste à flot, et que, voilà, la vie avance et compagnie. Donc il n'y a pas une équation type, il y a des équations qui se trouvent, tout simplement parce que tout le monde n'a pas les mêmes bagages. Non, les noms occidentaux que nous avons ne sont pas nos noms.
Vous savez, moi, j'ai quand même eu l'occasion d'aller à la rencontre de ces gens qui portent les noms que nous avons ici. Ces gens-là, même beaucoup sont des Portugais, des Écossais, des Irlandais, des Bretons. Je dirais, il faut bien voir que nous avons une tradition du nom qui est très importante. C'est vrai que cette tradition a été complètement obscurcie par la problématique esclavagiste, mais c'est important à un moment de pouvoir faire aussi son abolition, je dirais, intellectuelle. Et ça, c'est aussi important. Qui se fait. Totalement. Donc, alors, juste, je voulais quand même rajouter quelque chose. C'est-à-dire que vous savez que la présence des Grecs en Afrique, donc à Alexandrie, en Égypte, puis la présence des Romains, c'est justement le fait de constater cette histoire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Osiris a une femme, Arceta Maria, qui va avoir son fils par Immaculée Conception, dont la fête va avoir lieu le 25 décembre, donc qui est en lien avec le solstice. Donc c'est toute cette histoire qui va faire que les pères de l'Église, qui sont majoritairement des Égyptiens. Ça, il ne faut pas oublier. Les pères de l'Église, Alexandre d'Alexandrie, Clément d'Alexandrie, enfin la liste elle est longue, ce sont des gens qui sont nés en Afrique, et qui vont concevoir, pour à l'époque, je dirais la domination romaine, un contexte qui va faire que quand Constantin va convoquer le concile de Nicée, en 325, il y aura tous ces représentants de l'Afrique qui seront là pour discuter. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de tout cela en niant que l'Europe a une tradition qu'elle dit après Jésus-Christ sur la base de rituels inventés par d'autres peuples, donc avant Jésus-Christ. Ça, c'est plus jamais vu dans l'histoire. Pour bien comprendre ce que l'Église latine nous enseigne sur ce carême et sur ces 40 jours, il faut qu'on aille, qu'on remonte à cette histoire que vous nous dites là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il s'agit juste, en fait, vous nous dites que c'est un grain de blé. Moi, je vous dis que ça n'existe pas un rituel chrétien. Il n'y a aucun rituel chrétien. Ce sont tous des rituels africains, parce que les Européens, quand ils sont arrivés en Europe, ils n'étaient pas civilisés. Et vous expliquez comment la résurrection du Christ? Mais justement, c'est-à-dire que vous avez dans l'épisode du grain, ici, ce grain qui, avec l'habitacle de son épi, est mis en terre. Donc, normalement, on s'attend à la destruction de ce grain, ce qui est logique. Eh bien, il va se produire quelque chose d'extraordinaire dans le placenta terre, avec l'eau. C'est que ce grain va mourir, mais renaître en même temps sous la forme d'une nouvelle vie, qui est cette nouvelle tige qui va apparaître. Donc elle est réelle, la résurrection du Christ. C'est-à-dire que... c'est-à-dire que dans la tradition africaine, on vous dit bien que la théologie n'est pas déconnectée de la science. Si on regarde bien aussi, nous avons des noms qui ne correspondraient peut-être pas vraiment aux vrais auteurs de ces scènes qui ont eu lieu peut-être en Afrique. Par exemple, on nous dit Jésus-Christ, peut-être qu'il s'appelait autrement, peut-être que ce non, mais tout ça, vous avez bien compris que aller chercher en Orient quelqu'un qui s'appelle Matthieu, Jean-Pierre, non, vous avez compris que tout ça c'est de l'habillage, il faut quand même être un peu sérieux. Alors c'était pour déposséder l'Afrique de son histoire? Non, c'est-à-dire que non, parce qu'il n'y a pas que l'Europe qui a repris à son compte les cultes de l'Afrique. Les Arabes ont fait la même chose. C'était un peu la croisière s'amuse. Vous savez, les Asiatiques ont fait la même chose. Confucius est un Africain. Vous avez la statue de Confucius, qui est la première statue de Confucius en Chine. Vous voyez bien que Confucius est noir. Aujourd'hui, on vous montre quelqu'un qui n'a rien à voir avec la plus ancienne statue de Confucius. C'est-à-dire que tout le monde s'amuse. Il faudra que vous puissiez nous expliquer aussi ces phénomènes qu'on a vus des statues sur l'île de Pâques, c'est ça? Oui, les statues nous expliquer ces statues. Personne ne connaît, donc personne ne connaît l'origine. Mais il y a une signification justement par rapport à un équilibre énergétique de la planète. Maintenant, la chose qui est un petit peu dommageable, quand même, parce que, et je vous remercie de m'avoir invité, c'est parce que la période du carnaval, c'est véritablement une période où notre ignorance est mise, je dirais, en valeur à un niveau qui dépasse l'entendement. Notre ignorance. Ah oui, non, mais là c'est au-delà du réel. Mais je pense qu'il s'agit de culture. Non, mais là, non. Il ne s'agit pas d'affaires intellectuelles. Non, là il faut arrêter. D'accord. C'est-à-dire que nous avons une culture où nous ne connaissons ni sa raison d'être, ni ses origines, ni le pourquoi, ça et là, ni machin. Et on affecte à des gens qui n'ont rien à voir avec ça, c'est-à-dire soit les Grecs ou les Romains, des choses que eux-mêmes disent dans leurs propres annales qu'ils ont pris en Afrique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là?
Parce que moi, je vais quand même vous expliquer quelque chose, parce qu'il faut comprendre les choses de façon très simple. Parce que nous avons la chance d'avoir la culture la plus riche de l'histoire de l'humanité, puisque l'homme est né en Afrique. L'Africain, c'est-à-dire nous avons une culture de plus de 300 000 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Une culture de plus de 300 000 ans, sur laquelle on nous emmène à nous focaliser sur 500 donc des derniers siècles, hein, c'est-à-dire au 15e siècle, alors que quand vous prenez 300 000 ans, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous voyez? Donc, qui fait que, quelle est la dimension de cette affaire-là? Il faut savoir que lorsque nous avons inventé le calendrier de 365 jours, il y avait 3 saisons. La saison de l'inondation, vous voyez, la saison de l'ensemencement et la saison de la récolte. Donc, Aket, Péret, Chemou. Donc, Chemou, qui est la période où on récolte, on mettait, et là c'était les femmes qui s'occupaient de ça, enfouissaient dans le sol des, si vous voulez, des sculptures en bois, donc une énorme sculpture en bois qui était éclatée, et qui était dans le sol, qui représentait l'énergie du Fils de Dieu comme le grain qu'on avait enfoui. D'accord. D'accord. Lorsqu'arrivait cette période-là, toute la population, parce qu'aujourd'hui, les seules choses qui collent le plus, il y a 2 choses qui collent le plus à notre rituel antique, c'est les groupes à peau, et ces groupes où par exemple, on va faire des déguisements en forme de fruits, en forme de fleurs, en forme de... C'est ceux qui sont passés à cette époque-là. Vous voyez l'affaire? Parce que ce sont les fruits de la nature, les fruits de la terre qui étaient célébrés. Et il y avait déjà ce qu'on appelait les rituels d'Isis, donc les fêtes d'Isis, que les Grecs, donc des femmes noires, qu'on appelle les filles de Danaos, vont emmener en Grèce et que les Grecs vont appeler thermophorises. Mais Hérodote dit bien que ce sont des femmes noires venant d'Afrique qui ont apporté cette fête-là, donc liée à la fête de la terre, Déméter, en Europe. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand on a sorti du sol cette effigie en bois, on va la reconstituer et elle va être présentée au peuple avec les tambours, la fête, les tambourins, tout ça. Mais il y a des iconographies de ça. Moi, je ne parle pas en l'air. Il y a quand même des iconographies où on voit les choses. Nous rappelons quand même que vous avez fait quand même quelques études pour pouvoir aller chercher tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que moi je me suis intéressé, c'est pour ça que j'ai fondé l'Institut Anija, qui s'intéresse aux humanités classiques africaines. Maintenant, quand on a fait cette fête, il y a 3 jours importants de cette fête-là, donc le dernier jour étant le mercredi décembre. Pourquoi mercredi décembre? Justement. Parce que cette effigie était brûlée. D'accord. D'accord. Mais je vais... Ça n'a rien à voir avec le Babal qui aurait des enfants et non, mais attendez, je vais vous dire quelque chose sur au-delà du réel. L'effigie en bois est brûlée. Pourquoi elle est brûlée? Parce que le peuple doit récupérer les cendres pour se diriger après vers les champs, de manière à faire en sorte que les graines soient passées dans les cendres et qu'on aille ensemencer le sol. D'accord. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous venez prendre des cendres de la bagasse pour mettre dans vos grains. Donc ça veut dire que quelque part, on sait très bien qu'il n'y a pas meilleure protection pour un grain que la cendre. Mais cette cendre-là provient de quoi? Provient donc d'une énergie de la terre qui s'est incarnée dans ce objet de bois. Selon les croyances anciennes. Mais le bois est sorti d'où? Le bois, c'est la terre même qui a fait pousser cet arbre. Tout à fait. Est-ce que vous voyez? D'accord. Et qui a donné des fruits. Donc quand on fait brûler ce bois et qu'on semence les semailles, on met dans les semailles et qu'on va mettre ça en terre, c'est simplement pour que le cycle soit tout ça que ça se renouvelle. Moi, mes ancêtres, je les célèbre tous les jours parce qu'ils ont refusé de mettre des engrais dans le sol. Et ils ont compris qu'il y a ce qu'on appelle la transmigration de l'énergie dans la création, une énergie totalement positive, qui fait que nous faisions la fête pour pouvoir célébrer la création, parce que la création elle est toujours en mouvement. Regardez les arbres, avec le vent, c'est tous ces bruits-là. Et c'est le seul moment où nous nous mettions en mouvement pour la création. Donc ce vidé, alors ce grand vidé carnavalesque. Ce qu'on appelle le grand vidé carnavalesque, où on déboule de partout. On le faisait il y a plus de 8 000 ans, mais c'était le moment où on célébrait la création en disant « Regardez, nous aussi nous sommes en mouvement et nous émettons des sons ».
Parce que le vent qui passe dans les branches d'arbres, ça émet des sons. Et vous avez des branches d'arbres qui bougent comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc on faisait des chorégraphies, on faisait tout ça. Et en même temps, c'était lié à la célébration de la déesse de la terre, Isis, vous voyez, qui avait apporté aux humains, avec son époux Osiris, donc Osiré, les bienfaits de l'agriculture. Alors là, nous avons quand même gardé quelque chose de cette civilisation européenne. Nous avons quand même gardé l'aspect de faire savoir que le carême existe, il faut jeûner pendant 40 jours. Parce qu'il fallait jeûner à cette époque aussi, tant que le grain était en terre. Et nous avons aussi gardé cet aspect de croire en cette résurrection. Oui, mais je vous dirais une chose. Cette résurrection n'est pas matérielle, n'est pas physique. Mais quand vous allez chez un étranger et qui vous sert, par exemple, un colombo de poisson, et qui vous dit que votre maman était spécialiste en colombo de poisson, c'est-à-dire le plat qu'elle faisait le mieux, c'était le colombo de poisson. Vous n'avez pas envie un jour de goûter le colombo de poisson de votre maman? Tout à fait. Alors, ça veut dire que lorsque on dit que cette fête rituelle qu'on appelle aujourd'hui le carême, carême ça veut dire 40. 40, oui. Moi j'ai dit Moi je pensais que c'était résurrection tout court. Mais non, carême ça veut dire 40. Oui, mais c'est quand même résurrection tout court, parce que c'est la période où cette petite graine va ressurgir au bout de 40 jours. Je vais vous dire une chose, parce qu'il faut savoir une chose. Les 3 jours de la résurrection, c'est exactement le texte égyptien qui dit qu'Osiris a pris 3 jours avant de ressusciter entre les morts. Et regardez bien le texte. Je vous invite à regarder le texte. Et je vous invite à regarder les dessins qui sont faits à partir du texte. Parce que le texte dit que Jésus a été mis dans des bandelettes. Les bandelettes font référence à la momification faite en Égypte. Et on vous parle d'un linceul. C'est-à-dire, après on vous met un linceul, alors que le texte dit qu'il a été mis dans des bandelettes. Donc, moi, ce que je dis, de façon très simple, c'est que la vérité, elle est là, elle est immuable et elle est indestructible. Donc, s'il a été mis en bandelette, effectivement, c'était c'est-à-dire que dans la tradition africaine, la résurrection avait lieu au petit matin. D'accord? C'est au petit matin que les suivants de Ré, c'est-à-dire les suivants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui devaient ressusciter, lorsque le soleil se levait à l'horizon oriental du ciel, toutes les âmes ressuscitées prenaient la direction de ce soleil-là, qui est la lumière du monde. Et il faut savoir que dans toutes les traditions africaines de l'Afrique impériale, je vais prendre celle du Congo, avec Maroué Jananjila, qui était le nom de Dieu, on vous dit que c'est au son du coq, au petit matin, que le signal était donné aux âmes vertueuses pour ressusciter d'entre les morts. Donc il ne faut pas croire, parce que c'est ça le drame de l'esclavage, c'est ça le drame de la colonisation. C'est de croire que l'Europe nous a apporté une spiritualité, alors que le texte dit que Moïse a été éduqué dans la sagesse divine, dans les temples de Pharaon. Mais quand même, il faut être quand même un peu sérieux. C'est que Moïse avait un guide spirituel qui était Pharaon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il faut quand même, il faut arrêter d'extrapoler, d'interpréter. Donc, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai participé à des débats internationaux de théologiens. J'étais avec le professeur Obenga, j'étais avec le professeur Doukalia, enfin on était tous à l'école de Pienne. Moi, j'ai vu les questions que Mugabe Mbie, qui était Bilolo, qui était à la tribune. Le professeur Obenga, qui était assis à côté de moi. On a vu comment, quand il y a eu l'espace de débat, comment tout le monde a fui. Les gens ont fui, tous les théologiens ont fui, parce qu'ils savent qu'une pratique a un fond rituel dont ils ne peuvent pas expliquer, puisque le berceau matriciel de naissance de ce culte, c'est un berceau africain. Nous ne contestons plus maintenant, aujourd'hui, plus personne ne conteste. Mais c'est-à-dire que la chose, c'est que dans la tradition africaine, la femme n'est pas sortie de la côte de l'homme. Oui, parce que je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez qu'au moment où l'embryon est fécondé, tous les embryons sont féminins? Oui, c'est sûr. Pendant les 5-6 premières semaines de l'embryon, il n'existe que des embryons féminins. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on doit dire à partir de maintenant. C'est-à-dire que mère créatrice, pas le père créateur. En tout cas, ce que je constate, c'est que mes ancêtres avaient raison. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que, comme ils ont dit, la théologie
ne peut pas reposer sur de la science-fiction. Il faut qu'elle repose sur la science. Moi, ce que je constate... Mais est-ce que vous êtes d'avis de dire aussi que cette femme, c'est comme de l'œuf de la poule, hein, cette femme est arrivée d'une femme, et cette femme qui l'aurait emmenée, elle vient d'où? Est-ce que c'était réellement une plante qui a transmuté, une plante aquatique qui a changé, telle que la méduse, qui était une plante au départ qui est devenue méduse aujourd'hui, selon ce que l'on nous enseigne, hein, vous en pensez quoi? Elle vient d'où? Moi, je vous dirais que toutes les traditions africaines témoignent de ça. Il n'y a pas une seule tradition qui n'en témoigne pas. Et je tiens quand même à rappeler que tous les royaumes sont fondés sur un corpus théologique. Quand on parle du royaume Congo, il y a un corpus théologique. Quand on parle du royaume du Mandé, il y a un corpus théologique. Il suffit d'aller voir les corpus. Toutes les traditions africaines disent une chose, c'est que Dieu a créé la totalité de tout ce qui est, et c'est après avoir créé la totalité de tout ce qui est, qu'il a fait de l'humain la synthèse de tout ce qui était avant lui. C'est pour cette raison que l'homme possède en lui la totalité de tout ce qui existait avant lui. Voilà. Et qu'il a voulu créer la dimension féminine et masculine qu'il a créée en même temps. D'abord sous la forme d'une naissance, après sous la forme d'une incarnation matérielle. De manière à faire en sorte que le principe féminin puisse continuer à perpétuer la vie. Et vous allez voir que dans la nature, c'est toujours le principe féminin, que ce soit les animaux, les végétaux. Pour la nous regardons les fonds marins, par exemple, nous voyons des animaux qui bougent, qui sont vivants, mais qui ont l'aspect d'une plante. Au départ, c'était des plantes qui sont devenues aujourd'hui des plantes vivantes. Ce sont mais toutes les plantes sont vivantes. Ce sont des poissons, mais c'est-à-dire qu'il y a ce concours-là, ce que je trouve extraordinaire, ce sont ces abeilles, quand les manguiers sont en fleurs, qui viennent butiner pour nous permettre d'avoir des mangues. C'est-à-dire qu'il y a cet équilibre-là qui est fait parce que le manguier ne peut pas se déplacer. Les êtres humains pouvant se déplacer, dans cette fécondation se produit par la rencontre des donc vous allez voir que, donc vous allez voir, vous constatez quoi dans la création, ce que nos ancêtres disent, c'est que ce qui peut se déplacer effectue la rencontre, ce qui ne peut pas se déplacer, il y a un agent qui vient faire la liaison. Ce sont les abeilles, enfin ce sont toutes sortes de choses. Donc c'est ça qu'il y a d'intéressant dans nos textes, c'est-à-dire qu'il y a une portée qui témoigne de la science de l'observation. C'est ça qui est intéressant. Donc l'enjeu c'est quoi, ma très chère? Parce qu'il faut quand même expliquer, je dirais, l'enjeu. L'enjeu c'est-à-dire que toute civilisation est porteuse de son message. Mais il n'y a pas à imposer son message à l'autre. Parce que vouloir imposer sa tradition à quelqu'un d'autre, c'est considérer le colonialisme comme une démarche valable. Or, le colonialisme dans la nature, ça n'existe pas. Vous ne voyez pas, dans une forêt, un type d'arbre décider du jour au lendemain qu'il va couper tous les arbres et décider d'occuper toute la forêt. Parce que la création est faite par le fait d'avoir magnifié le vivre ensemble. Le cocotier à côté du manguier, vous voyez qu'il est à côté du corosier, enfin, les arbres fruitiers sont ensemble, donc il faut créer les conditions du vivre ensemble. C'est dommage que nous, sans vous interrompre, nous avions rendez-vous avec le président de la FGC, je ne sais pas s'il a réussi à venir jusqu'à nous, parce que tant que nous les invitons, d'autres médias les invitent aussi, mais j'aurais aimé qu'il partage avec vous ce point sur le carnaval, parce qu'il a tenu pendant 2 mois son carnaval. Non, mais vous savez, moi je vais vous dire une chose, le président de la Fédération guadeloupéenne du carnaval, la dernière intervention qu'il a faite, il a reconnu que le carnaval, dans son principe matriciel, vient de l'Égypte ancienne. Et la chose, c'est que j'ai quand même enregistré son intervention, parce que je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui, pour la première fois, dit quand même un minimum de vérité. C'est-à-dire qu'on commence véritablement là. Il n'y avait pas 36 000 solutions. Il y a soit utiliser un objet de métal, en frappant dessus, mais ça veut dire qu'il va falloir frapper très fort, il faut que l'objet soit très grand, ou il y a ce fouet, qui était un fouet en cuir, parce que le déterminatif c'est de la peau d'animal, donc qui était un immense fouet, c'est-à-dire les espèces de gros fouets immenses, qui fait que quand on le frappait, le claquement du fouet était tellement puissant que ceux qui étaient derrière la pierre et qui ne voyaient pas l'ordre du chef de chantier avaient entendu le bruit du fouet pour pouvoir soulever cette dalle de 20 tonnes en même temps que ceux qui voyaient. Donc ce n'était pas un symbole, c'est un appel l'esclavage. C'est-à-dire que, moi je veux vous dire quelque chose. Je suis quelqu'un, moi j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai fait, bon, je suis guadeloupéen. Vous voyez ce que je veux dire par là?
Moi aussi, on m'a raconté des histoires. Mais à un moment, je me suis dit, bon, je vais m'asseoir de manière à trier le bon grain de livret. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que je ne peux pas rester dans Walt Disney éternellement. Vous avez des enfants, l'enfant pose une question, vous allez lui raconter quoi? Il se pourrait que Blanche-Neige et les 7 nains? Non, il faut quand même pouvoir dire à l'enfant un certain nombre de choses. Parce que les enfants, vous savez, les enfants qui sont nourris intellectuellement et culturellement par leurs parents et par les adultes ne sont pas en prison. On les reconnaît aussi, ces enfants. Je vais vous dire une chose. Ces enfants-là ne sont pas en prison. Bien sûr. Et notre culture, quand on a fait ce qu'on appelle le carnaval, des choses comme ça, nous avions des systèmes de garde-fous. Moi, je tiens quand même à dire quand même ceci. Vous avez fait le carnaval, vous? Quand j'étais gamin, oui. Ah, d'accord. Bon. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Il y avait autrefois à Pointe-à-Pitre, et pas qu'à Pointe-à-Pitre, une classe de masses, d'accord? Notamment les masses à miroir. Ces masses-là ne déboulaient pas dans la rue. Ceux-là, ils rentraient dans les bâtiments. Et tous les parents se mettaient devant la porte. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vécu dans mon pays, d'accord? Les parents se mettaient devant la porte, mais nous, les enfants, on courait se cacher. Sous le lit. On courait se cacher sous le lit. Parce qu'on savait que là, ces masses-là ne sont pas comme les autres. Eh oui. Quand il arrive avec sa suite, tout ça, devant tes parents, et qui demande à ton parent, est-ce que tu es sage? Est-ce que tu travailles à l'école? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu l'aides? Si ta maman ou ton papa répond non à une de ces questions, tu as 3 ou 4 masses qui vont rentrer dans la maison et qui vont aller te chercher. Tu auras beau te cacher, ils vont aller te chercher. Quand ils t'attrapent, ils te balancent à un autre, qui te balance à un autre, qui te balance à un autre, et qui fait que tu as une peur indescriptible. D'accord? Donc le masque te fait comprendre que ton comportement n'est pas respectueux vis-à-vis de nos traditions wellébéennes. D'accord? Il y avait une éducation. Et quand il part, il dit aux parents, nous allons revenir. Donc c'était à la fin du carnaval, il repassait pour savoir est-ce qu'on avait été sage, est-ce qu'on avait été obéissant, est-ce que... Moi, c'est la tradition dans laquelle j'ai grandi. Ce qu'on appelle le carnaval et la dimension, je dirais, festive et commerciale aussi peut-être un peu. Qu'on veut donner à cette tradition, mais je tiens quand même à rappeler. Nous avons besoin aussi de ça. Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, mais je dis que dans cette tradition festive, il y avait des masses qui étaient là pour remettre sur le droit chemin les enfants qui étaient déjà partis couchable. Donc alors, le fait vous proposez là maintenant dans ce carnaval, pour l'année prochaine, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous voyez comment? Moi, je vois très clairement comment il faut faire les choses. Je vois très clairement. Et ce sont des choses que je discute avec certaines personnes. Je ne peux pas comprendre que Henri Joseph a mis au point la fibre végétale avec toutes les teintures qu'il a mises et que nous ne soyons pas en mesure de tisser des vêtements, notamment pour les groupes à peau, de manière à faire en sorte que lorsqu'on défile dans la rue, on utilise nos fibres végétaux avec nos teintures végétales, de manière à montrer un savoir-faire. C'est pour cette raison que, justement, nous sommes en train de monter une réflexion avec le CJOSH de Basse-Terre, qui consiste à prendre un certain nombre de personnes pour les emmener en Afrique, pour aller leur permettre d'apprendre à tisser et revenir avec des tables à tisser. Vous voyez? Parce que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas oublier que le carnaval que nos pères ont fondé, c'était pas pour boire de l'alcool et s'amuser. Il y avait une dimension éducatrice de la jeunesse. Il y avait une dimension où l'un veillait sur l'autre. Parce que quand on parle de famille monoparentale, c'est parce que nous savions déjà qu'il y en avait, qu'il y avait des masses qui montaient dans les maisons pour remettre de l'autorité là où la maman n'en avait plus. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est sûr. Et quand le masque disait « je vais revenir », il revenait. Et si on avait eu non aux 4 questions, ton karma était un petit peu plus aggravé. Vous voyez ce que je veux dire par là?
Et c'est ça qui fait que nous avions extrêmement peur de ces masses-là. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient mis du goudron, partout, ils étaient complètement sales. Donc quand ils te prenaient, ils te mettraient forcément... Peut-être par vers chez vous, ils balançaient l'enfant comme ci, comme ça, mais par vers chez nous, c'était frotter l'enfant, pour le salir, et puis le balloter, le donner à l'autre, le salissait, lui lécher la peau, pour lui faire vraiment peur. Mais moi, je n'ai jamais oublié ça. Ah, mais moi non plus. Moi, je n'ai jamais oublié ça. Moi, je me rappelle, moi, je vous dis une chose. Pas plus loin que ici, là, ce qu'on appelait l'assainissement, j'ai été surpris que sur un des points, ma mère, elle a répondu non. Donc, ils sont rentrés. Mais j'ai déboulé dans la maison, machin. Mais ils m'ont rattrapé. Vous voyez l'affaire. Mais ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais c'est bizarre quand même que déjà, elle a réussi à me trouver là où je me cachais. Mais deuxièmement, que maman ait dit que... Mais c'est vrai, il y a une fois où j'avais un match de football, qui marchait mon dos, est-il que... Ah ben ça m'a servi. Oui, ça sert. Je me suis dit, bon, si ces gens-là reviennent encore, si les masses reviennent, je sais pas qui qu'ils vont revenir. Il y a une dimension mystique quand même dans l'affaire, on ne savait pas que c'était des êtres humains. Et les parents entretenaient ce mythe-là, dire voilà. Masta Kemi Chéchéo. Kemi Chéchéo. Fais ça toujours, Masta Kemi Chéchéo. Vous voyez l'affaire? Est-ce que j'attends vous dire, j'ai dit Masta, oui ou merde? Je sais qu'elle est capable de dire. Je vous dis que quand ces masses-là arrivaient, je vous dis, ce n'est pas des masses qui allaient dans la rue, c'est des masses qui allaient chez les gens. Mais qui était horrible. Et tous les parents se mettaient devant la porte. Je ne sais pas ce qui se passait sur la langue, si c'était du beaucoup, que c'était c'était rouge, c'était un enfant qui voit ça, traumatisé. Alors c'est-à-dire que c'est cette dimension-là, parce que notre culture avait ses garde-fous. Aujourd'hui, je vois qu'on nous parle de modernité, tout en voulant faire sauter nos garde-fous. Et après, on met les jeunes en prison. Mais c'était un bon petit carnaval que nous avions là. Mais aujourd'hui, bon, c'est sûr que nous avons un grand concours de danse. Les 71 et 91 groupes vont défiler devant nous sur un tapis et ils vont danser, ils vont évoluer. Nous allons voir un peu toutes les mêmes chorégraphies avec peut-être un geste de bras différent. Mais on regarde, on cherche l'essence du carnaval et on se demande... Oui, donc je dirais quand même deux choses. Je dirais deux choses sur lesquelles je dirais vraiment qu'il faut faire attention. Il ne faut jamais donner à une culture une dimension outrageusement commerciale. Parce qu'il ne faut pas oublier que ton enfant qui te voit va faire pire demain. D'accord? Si toi tu mets une marque sur un t-shirt, lui il mettra la marque sur sa peau avec un tatouage. Donc il faut le savoir. Donc il faut toujours faire attention à... c'est vrai qu'on a besoin de sponsors. Moi-même qui suis, je dirais, conseiller en communication, je le connais bien. Je connais bien la problématique. Mais je vois que beaucoup de peuples mettent quand même un espace précis pour ce qui est de l'ordre du sponsoring, du mécénat. Mais essaye de garder quand même la dimension profondément philosophico-culturelle de leur tradition festive. Et on le voit... Il ne faut pas tout perdre en fait, il faut garder quand même. Maintenant, la deuxième chose, il ne faut pas oublier que notre culture avait un fond éducatif. Et qu'il ne faut pas brader dans cette volonté d'aller vers la modernité ce fond éducatif-là en pensant que nous allons de l'avant. Parce que la seule réponse que nous allons apporter à la dégradation du lien social, ce sera d'avoir plus de policiers et de mettre les jeunes en prison. Parce que nous aurions fait sauter tous nos garde-fous. Je dis qu'il faut avoir cette dimension d'élévation quand on regarde notre culture et de pouvoir bien comprendre quel a été l'essence que nos pères et mères ont eu lorsqu'ils ont fondé cette culture-là, sur la base de la tradition de leurs aînés, qu'ils n'avaient pas pu voir, mais dont ils avaient gardé quand même un certain nombre d'essence. Ça, c'est quand même important. Mais nous allons devoir terminer tout à l'heure, monsieur Jean-Philippe. Je voulais juste dire une petite chose par rapport au... C'est vrai que vous avez eu l'occasion... On fait quand même carême. Nous ferons carême, nous ferons quoi? Nous ne ferons pas carême, nous ferons carême. Non, c'est-à-dire que... Il faut lui accorder une importance. C'est-à-dire que la chose... c'est une inscription dans une démarche qui est ou qui n'est pas la nôtre. Vous voyez? Moi, je ne m'inscris pas dans des démarches qui ne viennent pas de mes ancêtres. Alors, je vous offre une page de pub et nous revenons avec vous pour finir cette belle émission, cette belle rencontre avec vous. À tout à l'heure. Les performeurs font dialoguer esclavage, modernité, tradition et mémoire à travers la photographie, le dessin, la peinture, la sculpture, l'installation et la vidéo. Écho imprévu, dès le 19 novembre 2016. Une exposition inédite. Infoline www.memorial-acte.fr. Il y a toutes ces personnes qui sont en vacances. Et Jean-Philippe, vous retournez pour continuer. Tout à l'heure, vous avez vu la publicité sur le Mémorial Acte. Vous me disiez que ce n'était pas encore, il ne répondait pas encore à nos attentes. C'est-à-dire que la chose, c'est qu'il faut être maître de son discours historiographique pour faire un musée.
parce que c'est vrai que l'emballage est beau, mais le contenant me pose de sérieux problèmes. La première chose, c'est qu'on voit que les enfants qui y vont, on leur donne un peu l'impression que notre histoire se résume à la douleur. C'est une espèce de culte de la douleur, alors que vous avez, par exemple, à l'époque de l'esclavage, des savants qui déposaient des brevets. Ouais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Tout à fait. Hein? Si on fait les mathématiques dans l'informatique, c'est parce qu'il y avait un brillant mathématicien africain qui est venu à l'époque de l'esclavage, et on a découvert qu'en Afrique, il y avait des systèmes algorithmiques de mathématiques plus puissants que ceux de l'Europe, et qu'ils étaient portés par ceux qu'on disait. Donc c'est toute cette dimension de l'histoire-là qu'il faut aussi réhabiliter, et ne pas donner toujours un peu cette histoire, donc cette dimension un peu géopolitique de l'histoire. L'autre chose que je voulais dire, c'est que moi j'apprécie la démarche de l'UNESCO qui dit qu'il faut mettre en avant la collaboration de tous les peuples dans tous les domaines à la modernité. Il ne faut pas croire, il ne faut pas faire croire en tout cas aux peuples de la planète que la modernité vient de l'Europe ou que c'est une quasi-exclusive de l'Europe. Il faut que l'Europe ait le courage de dire que ses sources sont africaines, ses sources sont orientales, ses sources sont indiennes. D'ailleurs, ils disent indo-européens, c'est pas pour rien. Ça commence à venir. C'est-à-dire que nous sommes obligés oui, aussi nous sommes à la croisée des de chemins, sortir les dossiers. Les fouilles archéologiques maintenant sont difficilement attaquables. Et sur... Donc, en tout cas, moi, ce que je tiens à dire, c'est que le simple fait que dans le journal La Croix, qui est un journal chrétien, que l'égyptologue ait fait un article au commencement était le grain, pour bien montrer que tout cela vient de la tradition de l'Égypte, et le dictionnaire international du pain a bien signifié que le pain est une invention de l'Afrique noire pharaonique. Vous voyez quand nous sommes... Donc ça veut dire que cette nouvelle génération qui arrive a compris qu'il faut créer les conditions du vivre ensemble sur la base de la vérité. Qu'on arrête de travestir les faits et qu'on puisse se dire au moins, je dirais, les choses de façon simple et ne pas faire... Et même vous aurez l'occasion sûrement de revenir pour que nous puissions continuer cette conversation avec vous incessamment sous peu. Là, nous remercions chacun pour ces masques que vous avez vus là. Je remercie tous les téléspectateurs d'avoir suivi l'émission. Je vous remercie aussi. Merci Jean-Philippe Omosunde.